Bonjour, ici Sophia et voici ma nouvelle histoire originale sur la chaîne Regard du Temps. Écoutons ensemble. Je m'appelle Paige Dawson. J'ai 31 ans. Le vendredi dernier, mon père m'a fait asseoir à la table de la cuisine et m'a dit que je devais 300 000 dollars ou que je n'étais plus sa fille. Il a affirmé que c'était la dette de ma sœur, que je devais la couvrir parce que la famille prend soin de la famille. J'ai regardé mon père, puis ma mère, qui refusait de croiser mon regard, et j'ai dit « Alors, je ne le suis pas ». J'ai conduit 2 heures ce soir-là pour rentrer à la maison, et quand j'ai appelé ma banque, ce que j'ai découvert n'était pas juste un chiffre sur un écran. C'était 3 ans de mensonges signés à mon nom par les gens qui m'ont élevé. 7 jours plus tard, ma famille entière s'est présentée à ma porte. J'ai ouvert et j'ai dit 2 mots. Avant de vous ramener à ce vendredi soir, appuyez sur like et abonnez-vous pour ne rien rater de la suite. Mentionnez votre ville et votre fuseau horaire dans les commentaires. Je veux savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener à il y a 3 semaines, la nuit où mon père a convoqué une réunion de famille. Le trajet de Columbus à Millfield prend 2 heures si la circulation coopère. Ce vendredi-là, elle ne l'a pas fait. J'ai donc eu amplement le temps de me demander pourquoi mon père avait utilisé le mot urgent au téléphone. Gerald Dawson n'emploie pas ce mot pour les vacances, les anniversaires ou les visites à l'hôpital. Il le réserve à la quincaillerie. Dawson Sons Hardware se trouve au rez-de-chaussée de la maison de mes parents, un bâtiment en briques sur Main Street que mon père gère depuis 32 ans. Il n'y a pas de fils. Il n'y en a jamais eu. Juste moi et Belle, ma sœur cadette. L'enseigne était aspirationnelle, a dit papa une fois. J'ai arrêté de poser la question après ça. En grandissant, la répartition était claire. Moi, j'ai reçu la responsabilité. Belle a reçu la protection. J'ai travaillé à la caisse dès 16 ans, payé ma propre scolarité à Ohio State, obtenu mon diplôme en comptabilité. Belle a eu sa scolarité couverte, une voiture pour son 21e anniversaire et des fonds de démarrage pour une boutique en ligne vendant des bougies et des foulards hors de prix. Quand la boutique n'a pas été rentable la première année, papa a refinancé quelque chose, je n'ai jamais su quoi, et lui en a donné plus. Je ne l'ai pas regretté. Je me suis dit que c'est juste comme ça que les familles fonctionnent. Certains enfants reçoivent un filet de sécurité, d'autres deviennent le filet de sécurité. J'étais fière de ce que j'avais construit par moi-même. Un poste de comptable senior dans une entreprise de taille moyenne à Columbus, un compte d'épargne que je n'ai jamais touché et une mise de fonds pour ma première maison en dépôt fiduciaire. Une maison de 2 chambres à Westerville, avec une cour assez grande pour un jardin. J'ai garé ma voiture derrière le magasin à 19h15. Les lumières de l'étage étaient allumées. La voiture de Belle n'était pas sur le parking. Papa m'a accueillie à la porte. Pas d'étreinte. Ta sœur est en retard. Viens t'asseoir. La table de la cuisine était vide. Pas d'assiette, pas de nourriture, juste papa et maman assis face à face comme si c'était une interview. Quelque chose n'allait pas. Papa n'a pas tourné autour du pot. Il ne le fait jamais. Belle a des problèmes. Il a dit que c'était la boutique, le prêt d'expansion, tout. Elle doit 300 000 dollars. J'ai posé mes clés sur la table. 300 000. J'ai fait le calcul sans réfléchir. Réflexe professionnel. C'est environ 6 ans de mon salaire brut. Presque chaque dollar que j'ai économisé depuis l'université. C'est une grosse dette, j'ai dit. Quel est le plan? Papa s'est penché en avant. Ses mains étaient à plat sur la table, les doigts écartés, comme il se tient derrière le comptoir quand il s'apprête à donner un prix qu'il ne renégociera pas. Tu vas la payer, a-t-il dit. Ou tu n'es plus notre enfant. La cuisine s'est tue. Le réfrigérateur ronronnait. Maman fixait ses mains sur ses genoux, tournant sa bague de mariage comme un cadran dont elle ne trouvait pas le bon réglage. « Pourquoi moi ?» j'ai demandé. « Parce que tu peux, » a dit papa. « Elle ne peut pas. » J'économise pour une maison. Une maison peut attendre, la famille non. J'ai regardé maman. « Es-tu d'accord avec ça ?»
Elle n'a pas levé les yeux. Ton père sait ce qui est le mieux. C'était ça. Pas une demande, pas une discussion. Un verdict rendu à la table de la cuisine avec la même voix qu'il utilisait pour dire aux fournisseurs que leurs factures étaient incorrectes. J'étais le fournisseur maintenant, et la facture était mon entier avenir financier. Je me suis levée. Ma chaise n'a pas raclé. Je l'ai repoussée de la façon que j'avais apprise. Même dans ce moment, j'étais polie. Même dans ce moment, j'étais celle sur qui on peut compter. Alors je ne le suis pas, j'ai dit. Papa a cligné des yeux. Pas quoi, ton enfant? Si c'est la condition, alors je ne le suis pas. J'ai ramassé mes clés. Maman a enfin levé les yeux, mais je me dirigeais déjà vers la porte. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Je suis retournée à Columbus dans l'obscurité. Quelque part vers le kilomètre 80, le chiffre a commencé à me déranger. 300 000. Papa l'a dit comme s'il l'avait répété. Pas environ 300 ou quelques centaines de milliers. Un nombre précis. Gerald Dawson ne devine pas les chiffres. Il les connaît. Ce qui signifiait qu'il n'avait pas juste entendu parler de la dette de Bell, il l'avait étudiée, l'avait examinée assez longtemps pour mémoriser le total. Au moment où j'ai déverrouillé mon appartement à Columbus, il était presque 22 heures. J'ai d'abord vérifié mes comptes bancaires, comptes chèques, comptes d'épargne, le fonds en dépôt fiduciaire pour la maison. Tout avait l'air normal, mais quelque chose m'irritait. Il y a 3 semaines, ma demande de prêt hypothécaire avait été refusée. Le responsable du prêt a dit qu'il y avait des écarts dans mon profil de crédit et m'a suggéré de vérifier mon rapport. J'avais supposé que c'était une erreur. Les banques font des erreurs. Les systèmes plantent. J'avais prévu de suivre cela lundi. Maintenant, c'était vendredi soir et mon père venait de me citer un chiffre à 6 chiffres comme si c'était une facture sur laquelle j'avais déjà accepté. J'ai téléchargé mon rapport de crédit d'Equifax. Le rapport annuel gratuit prend 4 minutes. Ma cote de crédit était 480. Je l'ai relu. 480. Il y avait 4 cartes de crédit que je n'avais jamais ouvertes, un prêt automobile pour 45 000 $ pour un véhicule que je n'avais jamais conduit, 2 prêts personnels totalisant 121 000 $ auprès de prêteurs que je n'avais jamais contactés. Tous les comptes étaient en souffrance, certains depuis 6 mois, d'autres depuis plus d'1 an, frais de retard, avis de recouvrement, privilèges. Le nom sur chaque compte était le mien. Le numéro de sécurité sociale était le mien. Les adresses ne l'étaient pas. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les chiffres cessent de ressembler à des chiffres et commencent à ressembler à un crime, parce que c'est ce que c'était. Je venais juste de ne pas le dire à haute voix. Les adresses n'étaient pas les miennes, mais j'ai reconnu le code postal. C'était Millfield. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai tiré des rapports des 3 bureaux. Equifax, TransUnion, Experian. Les détails variaient légèrement entre eux, mais la forme des dégâts était identique. Dette totale sous mon nom, 312 000 $. 4 cartes de crédit avec des limites combinées de 67 000 $. Un prêt automobile de 45 000 $ pour un BMW X3 enregistré en Ohio. 2 prêts personnels auprès de prêteurs en ligne, l'un pour 70 000 $, un autre pour 50 000 $. Une ligne de crédit magasin pour 22 000 $ dans une entreprise de meubles que je n'avais jamais entendue. Frais d'intérêt. Frais de pénalité, compte de recouvrement. L'adresse de courrier sur chaque compte était une boîte postale à Millfield, Ohio. Pas mon appartement à Columbus. Pas une adresse que j'ai jamais utilisée. Une boîte postale. Quelqu'un l'avait créée spécifiquement pour intercepter les documents. Je suis comptable senior. J'examine les documents financiers pour gagner ma vie. Je reconnais la fraude quand je la vois dans des feuilles de calcul, dans des reçus, dans des écritures qui ne correspondent pas. Mais je n'avais jamais pensé à regarder mon propre rapport de crédit comme je regarde le grand livre d'un client. J'avais fait confiance à la seule institution que je n'avais jamais vérifiée, ma famille. Quelqu'un avait utilisé mon numéro de sécurité sociale pour ouvrir des comptes.
Quelqu'un avait falsifié ma signature sur des demandes. Quelqu'un avait réexpédié mon courrier pour que je ne voie jamais une seule relevée ou lettre de recouvrement pendant 3 ans. 312 000 $. C'était presque exactement le chiffre que mon père avait cité au dîner. Le chiffre qu'il m'a dit était la dette de Belle que je devais payer. Il ne me demandait pas de renflouer ma sœur. Il me demandait d'absorber silencieusement une dette qui existait déjà sous mon nom. Une dette qu'il avait aidé à créer. Je l'ai dit à haute voix pour la première fois seule dans mon appartement, à 2 du matin. Mes parents ont volé mon identité. Il y a 3 mois, j'avais trouvé la maison. Une maison de 2 chambres à Westerville, revêtement blanc, volets bleus, une cour avec un érable qui deviendrait doré en octobre. J'ai versé 15 000 $. Tout provenait d'un compte d'épargne que j'ai alimenté depuis l'âge de 23 ans. 8 ans de sandwich préparés à la maison, de vacances omises, de conduire une voiture avec 200 000 kilomètres. Le responsable du prêt hypothécaire à la banque a souri en examinant mes revenus. « Ce devrait être simple », a-t-elle dit. 2 semaines plus tard, elle a rappelé. Refusé. Quelque chose à propos d'irrégularité de crédit. Elle m'a recommandé de vérifier mon rapport et de redemander. J'avais supposé que c'était un problème mineur, un chiffre transposé, une entrée en doublon. Je me suis dit que je m'en occupais après les vacances. Maintenant, je savais ce que l'irrégularité était. Une cote de crédit de 480 signifie que personne ne vous prête d'argent. Pas pour une maison, pas pour une voiture, pas pour une entreprise. À aucun prêteur en Amérique. J'avais l'air de quelqu'un qui emprunte sans prudence et ne rembourse jamais. Mes 8 ans de discipline, mon historique de paiement parfait sur mes comptes réels, rien de cela n'importait. La fraude avait tout enterré. Et si je ne faisais rien, la dette continuerait à s'accumuler. Les agences de recouvrement continueraient à appeler, pas à la boîte postale à Millfield, mais éventuellement à ma vraie adresse, mon lieu de travail. Je pourrais être poursuivi par les créanciers pour des dettes que je n'avais jamais contractées. Mon salaire pourrait être saisi. Ma carrière en tant que comptable, une profession construite entièrement sur la fiabilité financière, serait terminée. J'ai appelé Nora à 2 du matin. Elle a répondu à la 2e sonnerie parce que c'est le genre d'amie qu'elle est. Je lui ai tout dit, le dîner, le chiffre, les rapports de crédit. Elle s'est tue pendant 10 secondes. Nora ne reste jamais silencieuse pendant 10 secondes. Paige, tu as besoin d'un avocat cette nuit. Nora travaille dans la comptabilité judiciaire, le genre de travail où vous démêlez les traces d'argent pour gagner votre vie. Il y a 2 ans, elle avait consulté sur une affaire impliquant une cliente, dont l'ex-mari avait ouvert des lignes de crédit à son nom pendant leur divorce. L'avocate qui s'en était chargée s'appelait Russell Kemp, et selon Nora, il était le meilleur avocat spécialisé dans le vol d'identité du centre de l'Ohio. « Il n'est pas bon marché », a dit Nora, « mais il est minutieux. » J'ai envoyé un email à Russell Kemp à 3h17 du matin. J'ai joint des captures d'écran de tous les 3 rapports de crédit, la lettre de refus du prêt hypothécaire et un résumé de ce que mon père avait dit au dîner. Je l'ai écrit comme j'écrirais un mémorandum au travail. Chronologique, factuel, sans parti pris. Russell a répondu à 6h42 du matin. 4 phrases. Mademoiselle Dawson, j'ai examiné les pièces jointes. Cela semble être un cas clair de vol d'identité familiale impliquant la fraude postale et des demandes falsifiées. Ne contactez pas votre famille, ne les affrontez pas. Nous avons besoin de documentation avant toute autre chose. Ne contactez pas votre famille. La phrase était assise sur mon écran comme un mur que je ne pouvais pas dépasser. Ce n'était pas des étrangers. C'était la femme qui m'avait conduite le premier jour d'école, l'homme qui m'avait appris à équilibrer un carnet de chèques. Mais Russell avait raison. J'avais passé toute ma carrière à examiner les manquements financiers d'autres personnes, à suivre des pistes de preuves, à signaler les écarts, à construire des dossiers qui résistent à l'examen. Maintenant, je devais faire la même chose, sauf que l'affaire était ma propre vie, et les suspects étaient les gens qui m'avaient élevé. J'ai répondu. Compris. Que dois-je faire en premier ? Il a répondu en 30 secondes.
Vérifiez votre historique de réexpédition de courrier USPS. Si quelqu'un a modifié votre courrier sans autorisation, c'est un crime fédéral. Ça change tout. J'ai ouvert un nouvel onglet du navigateur. Mes mains étaient en ferme. Ma poitrine ne l'était pas. Samedi matin, 7 heures. Mon téléphone a sonné. Papa. J'ai presque laissé aller à la messagerie vocale, mais Russell avait dit « N'affrontez pas ». Il n'avait pas dit « N'écoutez pas ». J'ai donc décroché. Tu as fait pleurer ta mère toute la nuit. Sa phrase d'ouverture. Non, bonjour, je suis désolée. Elle est bouleversée. Elle n'est pas bouleversée. Elle a le cœur brisé. Sa propre fille est partie. Je ne suis pas partie. J'ai dit non. C'est pareil dans cette famille. J'ai laissé ça reposer. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que j'entende le registre de caisse en bas. Les samedis matins, le magasin ouvre à 7 heures. Même en crise, Gerald Dawson ouvre à l'heure. Papa, nous devons parler de l'argent. C'est ce que j'ai essayé de faire hier soir. Non, nous devons parler d'où il venait réellement. Une pause. 3 secondes. 4. La famille prend soin de la famille. Paige. La famille ne vole pas non plus à la famille. 5 secondes maintenant. Je les ai comptées. Personne n'a volé quoi que ce soit, a-t-il dit. Sa voix a baissé d'un demi-registre, comme lorsqu'il choisit les mots avec soin. Nous avons emprunté. On n'emprunte pas ce qu'on n'a jamais demandé. On allait le rembourser une fois que le magasin serait rétabli. Le magasin ne s'est pas rétabli depuis 6 ans, papa. Il n'a pas nié. Il n'a pas expliqué. Il s'est décalé. Si tu fais quelque chose de stupide, tu vas déchirer cette famille. Quelque chose de stupide comme appeler ma banque. Silence total. Pas d'inspiration soudaine. Pas de précipitation pour inventer des excuses. Juste du silence. Le type qui te dit que l'autre personne savait déjà que tu découvrirais. Il ne s'attendait juste pas à ce que tu découvres aussi vite. On en parlera en famille, a-t-il dit. On en parlera avec mon avocat. Il a raccroché. J'ai posé le téléphone et remarqué quelque chose. Il n'avait rien nié, pas une seule fois. Il avait juste essayé de le reformuler. Maman a appelé à 16 heures cet après-midi. Elle avait pleuré ou voulait que je le pense. Avec Donna Dawson, ces deux choses ne sont pas toujours différentes. Ton père a l'hypertension, a-t-elle dit. Tu sais que ce stress pourrait le mettre à l'hôpital. Je comprends. Alors rentre à la maison. On va s'asseoir, tous les 4, et trouver une solution. Maman, j'ai une question à te poser. Anything, chérie. Est-ce que tu as signé mon nom sur ces demandes de prêt? La ligne est devenue si silencieuse que j'ai vérifié que nous étions toujours connectés. 4 secondes, 5, 6. Puis, elle a parlé, mais pas pour répondre. Belle s'effondre. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. Elle a besoin de sa sœur. Maman, je te pose une question directe. Tout ce que j'ai jamais fait était pour cette famille. Tu dois comprendre ça. Je comprends. C'est le problème. Ton père a dit que ce serait temporaire, juste jusqu'au magasin. Oui ou non, tu as signé mon nom? Son souffle s'est entrecoupé. Je l'ai fait pour tenir cette famille ensemble. C'était là. Pas un déni, pas même une esquive plus maintenant. Une confession habillée en sacrifice. Elle a dit « Je l'ai fait pour tenir cette famille ensemble », de la façon dont on dit « Je n'avais pas le choix ». Comme si l'amour et la fraude pouvaient partager la même phrase et s'annuler mutuellement. J'ai laissé le silence durer. Je voulais qu'elle s'entende. « Si tu vas à la police, » a-t-elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tu vas détruire cette famille. » J'ai appuyé ma paume sur le comptoir de la cuisine. « Maman, je n'ai rien détruit. Je viens de découvrir ce que tu as construit. » Elle a raccroché cette fois-ci, et je suis restée dans ma cuisine sachant 2 choses avec une certitude absolue. Ma mère avait falsifié ma signature et elle le referait si personne ne l'arrêtait. Belle m'a envoyé un SMS dimanche matin, un long message, du genre qui dépasse 2 écrans et commence par « Je veux que tu saches ». Je n'avais aucune idée qu'ils utilisaient ton nom. Je le jure sur tout. Je suis tellement désolée. S'il te plaît, ne me punis pas pour ce que maman et papa ont fait. Je suis ta sœur.
Je t'aime. Une partie de moi voulait la croire. Belle a toujours été douée pour la sincérité. Elle pleure aux publicités. Elle envoie des cartes de remerciements manuscrites. Elle a une fois conduit 40 minutes pour m'apporter de la soupe quand j'avais la grippe. Quoi qu'il en soit, elle est chaleureuse. Cette chaleur rend difficile de la voir clairement. Mais Russell m'avait déjà envoyé quelque chose qui rendait impossible de détourner le regard. Le prêt automobile, celui de 45 000 $ pour un BMW X3, avait une adresse de livraison. Pas la boîte postale, pas la maison de nos parents, l'appartement de Belle à Athens, Ohio. La voiture était immatriculée à mon nom, assurée avec mon numéro de sécurité sociale, garée dans le garage de Belle. Elle la conduisait depuis 2 ans. Mon nom était sur le titre. Mon crédit était ruiné par les paiements qu'elle n'avait jamais faits. Je n'ai pas répondu à son SMS. À la place, j'ai me connecté au portail USPS, Informed Delivery. Russell m'avait dit de vérifier la réexpédition de courrier non autorisé. Ça a pris 10 minutes et un code de vérification. C'était là. Une demande de changement d'adresse déposée il y a 3 ans. Tout le courrier adressé à Paige Dawson, à ma maison parentale à Millfield. Transféré à P.O. Box 174, Millfield 08 45764. La demande était signée. Paige Dawson. J'ai comparé la signature sur le formulaire USPS à ma vraie signature sur le renouvellement de mon permis de conduire. L'inclinaison était proche. L'espacement était différent. Le D et Dawson se recourbaient dans la mauvaise direction. Une petite chose, mais indiscutable si tu sais quoi chercher. Quelqu'un avait pratiqué. Quelqu'un avait été proche, mais pas assez. Lundi matin, le bureau de Russell était au 3e étage d'un bâtiment près du palais de justice du comté de Franklin. Propre, organisé, pas de photos de famille sur le bureau. Il a disposé les documents comme un chirurgien arrangeant des instruments, les rapports de crédit des 3 bureaux, le dossier de réexpédition USPS, les sorties imprimées des demandes de prêt qu'il avait demandées à chaque prêteur. Ma vraie signature sur le dossier auprès de l'Ohio BMV, pour comparaison. La fraude postale est fédérale, a dit Russell. Il a parlé de la façon dont il parlait probablement dans les dépositions, mesuré, sans hâte, chaque mot ayant du poids. Le vol d'identité est fédéral. Falsifier des signatures sur des demandes de prêt, c'est de la fraude bancaire. On ne parle pas de tribunal correctionnel. Mademoiselle Dawson, quelles sont mes options? Il a tapé sur la pile de demandes. Option 1. Tu déposes un rapport de vol d'identité auprès de la FTC, gèles ton crédit auprès des 3 bureaux et soumets une plainte au centre de plainte sur la criminalité sur Internet du FBI. Chaque créancier ouvre une enquête. Les comptes frauduleux sont signalés et éventuellement supprimés. Ton crédit commence à récupérer. Et option 2, tu ne fais rien. Tu absorbes 312 000 $ de dettes créées par quelqu'un d'autre à ton nom. Tu perds la maison. Tu perds ta situation financière. Et dans 12 à 18 mois, quand les créanciers commencent à saisir les salaires, tu perds ta carrière. J'ai fixé les demandes de prêt. 6 documents, 6 signatures falsifiées. Chacun un peu meilleur que le dernier. Comme si la personne qui signait avait pratiqué, appris, se sentant à l'aise écrivant mon nom sur une ligne que je n'avais jamais vue. Russell, je veux leur donner une chance. 7 jours, il m'a étudié. Une chance de faire quoi? Dire la vérité, coopérer, élaborer un plan de remboursement avec toi. Il a hoché la tête lentement. 7 jours, puis on déposa tout. J'ai accepté. 7 jours me semblaient être une miséricorde. Ça ressemblait aussi à de la corde. Je suis assis dans le bureau d'un avocat regardant 3 ans de signatures de falsifiées avec mon nom dessus. 3 ans. Et je n'en savais rien. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Si tu as jamais fait confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas, appuie sur like. Et si tu veux voir ce qui se passe quand ma famille se présente à ma porte 7 jours à partir de maintenant, abonne-toi. Parce que ce moment arrive. Et ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Ce soir-là,
J'ai fouillé le classeur dans mon placard d'appartement. Je garde tous les documents qui comptent. Déclaration fiscale, accord de location, police d'assurance. Nora l'appelle paranoïa. J'appelle ça une habitude professionnelle. À mi-chemin du deuxième tiroir, je l'ai trouvé. Un formulaire de procuration que j'avais signé il y a 2 ans. Maman m'avait demandé de le signer avant un voyage professionnel à Denver, juste au cas où un colis arriverait et que j'aurais besoin de signer pour lui, avait-elle dit. Ça semblait raisonnable. Les filles signent des choses pour leur mère. Ce n'est pas inhabituel. Le formulaire avait ma signature légale complète. Prénom, initiale du milieu, nom de famille, la légère pente ascendante que j'ai depuis le lycée. Je l'ai tenu à côté de la sortie imprimée de l'une des demandes de prêt frauduleuses. Les similitudes étaient évidentes. Le faussaire avait capturé la forme générale, la façon dont mon P majuscule s'incline légèrement vers la gauche, la boucle sur le G. Mais il y avait aussi des différences. L'espacement entre les lettres était plus serré sur les faux, la traverse sur le T s'asseyait plus bas, et le D dans Dawson. Mon D fait un trait vertical propre avant la courbe. Le D contrefait commence par la courbe, une habitude d'image miroir qui appartient à quelqu'un qui écrit la lettre différemment dans son propre nom. Quelqu'un avait utilisé mon formulaire de procuration comme feuille de référence. Un modèle. Il avait étudié mon écriture de la façon dont tu étudierais une police, assez proche pour passer une vue rapide, pas assez proche pour survivre à la comparaison. Maman m'avait demandé de signer ce formulaire. Maman l'avait gardé. Et maman, selon ce qu'elle avait admis au téléphone, était celle qui avait signé les demandes de prêt. Elle avait pratiqué ma signature. Elle était devenue bonne, mais pas parfaite. J'ai photographié les 2 documents côte à côte et les ai envoyés par email à Russell avec une seule ligne. Même main, personne différente. Russell a appelé mardi après-midi avec la confirmation de la boîte postale. Il avait déposé une demande d'enregistrement auprès du bureau de poste de Millfield. La boîte postale 1174 est enregistrée au nom de Donna Dawson, a-t-il dit. Ouverte il y a 3 ans, 1 mois après que tu aies déménagé à Columbus. 1 mois. J'avais à peine fini de déballer mon appartement quand ma mère est entrée dans un bureau de poste et a réexpédié mon courrier. Pendant que j'établissais ma nouvelle vie, elle reroute tranquillement les preuves de tout ce qu'ils étaient sur le point de faire. Chaque relevé de compte, ai-je dit, partiellement à moi-même. Chaque lettre de retard, chaque lettre de recouvrement, tout cela est allé à cette boîte pendant 3 ans. Je me suis appuyée sur le dossier de ma chaise de bureau au travail. Nora était de l'autre côté de l'allée, prétendant ne pas écouter en examinant un dossier client. Russell, si je n'ai jamais reçu une seule pièce de courrier sur ces comptes, comment aurais-je jamais su? Tu n'aurais pas. C'est le point. Cela a été conçu pour rester invisible jusqu'à ce que la dette devienne ingérable. Ensuite, ils auraient besoin que tu prennes la responsabilité. Ce qui est exactement ce qui s'est passé vendredi soir. J'ai pensé aux cartes d'anniversaire de maman. Chaque année sans faute, une carte manuscrite dans une enveloppe lavande, mon nom dans sa cursive soignée sur le devant, un sentiment Hallmark à l'intérieur avec amour, maman, au bas. Elle n'a jamais manqué une année. Elle écrivait toujours l'adresse à la main parce qu'elle disait que les étiquettes imprimées étaient impersonnelles. La même main qui a écrit Bon anniversaire, chérie, sur l'enveloppe a aussi signé Paige Dawson sur une demande de prêt de 70 000 $. Elle a signé mes cartes d'anniversaire avec amour. Elle a signé mes documents de prêt avec la même main. J'ai dit à Russell que je voulais envoyer un message à mon père cette nuit-là. L'horloge de 7 jours commencerait à minuit. Après 7 jours, a dit Russell, on dépose tout. Pas de prolongation. J'ai envoyé le SMS à 23h58 mardi. Court, clair, sans émotion. Papa, je sais ce qui s'est passé. Tout. Les comptes, les signatures, la boîte postale. Je vous donne 7 jours, à toi et maman, pour venir vers moi.
dire la vérité et travailler avec mon avocat sur un plan de remboursement. Après cela, je déposa à chaque agence applicable. Je regarde l'écran, livré, lu à 12h03, pas de réponse. Mercredi matin, jour 1, rien de papa. Maman a envoyé un SMS à 9h. S'il te plaît, ne fais pas ça à ton père. Il n'a pas dormi, je n'ai pas répondu. Belle a envoyé un SMS à midi. C'est tellement injuste pour moi. Je n'ai demandé rien de tout cela. Je l'ai lu 2 fois. Elle n'avait demandé. Elle venait juste de la conduire, la porter, meubler son appartement avec elle, mais elle n'a pas demandé. J'ai mis mon téléphone dans le tiroir de bureau au travail et ne l'ai pas vérifié jusqu'à 17h. 14 SMS manqués. J'ai lu les noms. Maman, Belle, maman à nouveau. Un numéro que je ne reconnaissais pas qui s'avérait être la ligne fixe de tante Colline. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ce soir-là, j'étais assis sur mon canapé avec la TV éteinte et j'ai compté les heures. Russell avait les documents prêts. Le rapport de vol d'identité, F, T, C, les demandes de gel de crédit pour les 3 bureaux, la plainte IC, 3 pour le FBI, et le modèle de rapport de police pour Columbus PD. Tout était rédigé, examiné, et en attente de ma signature. Ma vraie signature, 7 jours. Je leur avais donné 7 jours pour faire la bonne chose. 7 jours pour me montrer que les gens qui m'avaient élevé pouvaient reconnaître ce qu'ils avaient fait. C'était le plus long, j'ai jamais attendu quelque chose. Le jour 1 a passé. Personne n'a avoué. Le jour 2, quelque chose de pire s'est produit. Tante Colline a appelé jeudi matin, jour 2. Pendant que je regardais un rapport trimestriel à mon bureau, sa voix avait ce ton spécifique qu'elle obtient quand on la désigne comme porte-parole d'un grief familial. « Ton père nous a tout dit », a-t-elle dit. « Je ne comprends pas comment tu pourrais faire ça, Paige. Menacer tes propres parents avec des avocats ?» J'ai posé mon stylo. « Qu'est-ce qu'il t'a exactement dit ?»« Que Belle est en difficulté financière et tu as refusé d'aider et maintenant tu as embauché un avocat pour intimider la famille. » C'était ça, la version de Gérald. Éditée, réarrangée, dépouillée de chaque détail qui comptait. Dans sa version, j'étais le méchant. La fille ingrate qui aurait pu aider, mais a choisi de ne pas le faire, et a ensuite utilisé le système judiciaire comme une arme contre son propre sang. Tante Colline, ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, explique-moi. La voix de Russell a résonné dans ma tête. Ne partage pas de preuves avec quiconque sauf les forces de l'ordre. Je ne peux pas entrer dans les détails pour l'instant, mais je te promets qu'il y a plus à cette histoire. Il y a toujours plus à l'histoire avec ta génération. Tu sais ce que tes grands-parents auraient dit? Tu prends soin de tes proches. Je prends soin de mes proches, tante Colline. C'est la partie que papa n'a pas mentionnée. Elle a soufflé. Après tout ce que Gérald et Donna ont fait pour toi, les sacrifices qu'ils ont faits, j'aurais pu lister les choses qu'ils m'avaient faites au lieu de pour moi. J'aurais pu lire le rapport de crédit ligne par ligne, mais Russell avait raison. Toute information que je partageais maintenant pouvait compromettre l'affaire plus tard. Alors, j'ai avalé. J'espère que tu m'accorderas le bénéfice du doute jusqu'à ce que tu aies le portrait complet, j'ai dit. Je connais le portrait complet, a-t-elle dit. Ton père est un homme bon. Elle a raccroché. Et la grève préemptive de Gérald a atterri exactement où il visait. Jour 3, vendredi. Gérald a créé un SMS de groupe. Le fil de message est apparu sur mon téléphone à 8h du matin. 14 personnes, papa, maman, tante Colline, oncle Roy, cousins Kevin et Tyler, 2 des sœurs de maman, et une poignée de membres de la famille que je vois à Thanksgiving et aux funérailles. Le message d'ouverture de Gérald était simple. Notre famille traverse une période difficile. Paige a choisi d'impliquer des avocats au lieu de régler les choses en famille. On lui demande de reconsidérer. Puis le déluge. Tante Colline. La famille d'abord. Toujours. Kevin. Paie juste et passe à autre chose. C'est ce que la famille fait. La sœur de maman, Linda.
Je ne peux pas croire que tu soumettrais tes parents à ça. Pense à ce que tu fais. Tyler, c'est entre vous, les gars. Mais les avocats empirent les choses. Oncle Roy n'a pas commenté. J'ai remarqué ça. J'ai scrollé à travers les messages au fur et à mesure qu'ils arrivaient. 31 SMS en 3 heures. Pas une personne ne m'a demandé ce qui s'était réellement passé. Pas une personne n'a demandé mon côté. Pas une personne n'a dit « Attends, quels sont exactement les détails ici ?» Ils avaient tous obtenu la version de Gérald. Et la version de Gérald n'incluait pas les signatures falsifiées, les numéros de sécurité sociale volés ou une boîte postale enregistrée sous le nom de ma mère. Elle n'incluait pas un BMW que ma sœur conduit et qui est titré à mon nom. Elle n'incluait pas 312 000 $ en dettes frauduleuses. Dans la version de Gérald, j'étais simplement une fille qui ne voulait pas aider. J'ai capturé chaque message, chaque seul. Puis, j'ai rendu le fil muet et mis mon téléphone dans le tiroir. Nora m'a apporté un café à midi. Elle a regardé mon visage et n'a pas posé de questions. Elle a juste mis la tasse sur mon bureau et est retournée au travail. J'ai bu le café. J'ai fait mon travail. Et j'ai attendu. 4 jours restants. Jour 4, samedi. Je nettoyais mon appartement à 10 heures quand quelqu'un a frappé. J'ai regardé par le Judas. Donna Dawson se tenait dans le couloir tenant un plat Pyrex avec du papier d'aluminium sur le dessus et un sac de supermarché de Kroger. Ses yeux étaient enflés. Elle avait conduit 2 heures pour livrer un pot-au-feu. Une partie de moi, la partie qui est toujours sa fille, la partie qui se souvient d'avoir 6 ans et de la regarder rouler la pâte, voulait ouvrir la porte et prétendre que rien de cela ne s'était passé. C'est la partie sur laquelle elle comptait. J'ai ouvert la porte. Je ne me suis pas écartée. J'ai fait ton favori, elle a dit. On peut juste parler? On peut parler ici même. Elle a décalé le plat vers son autre bras. Paige, j'ai conduit tout ce chemin. Maman, tu as falsifié ma signature sur ces demandes de prêt. Son visage a fait quelque chose de compliqué, une grimace qui a tenté de devenir un sourire et a échoué aux deux. Ton père, pas papa. Est-ce que tu as signé mon nom? Elle a regardé le Pyrex, puis moi, puis le tapis du couloir. Je devais. Ton père a dit « Tu as ou tu n'as pas ?» Oui. Le mot est venu comme l'air d'un pneu crevé. Mais je l'ai fait pour tenir cette famille ensemble. Tu n'as pas tenu cette famille ensemble, maman. Tu l'as brisée et tu as brisé la loi. Elle se tenait là tenant le pot-au-feu comme un bouclier. Son menton tremblait. Toute sa posture me suppliait de prendre le plat, de l'inviter et de laisser la conversation glisser vers quelque chose de plus doux. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné avant. Elle apporte de la nourriture. Je pardonne. Le cycle continue. Rentre à la maison, maman. Paige, rentre à la maison et dis à papa qu'il a 3 jours restants. Elle a marché vers l'ascenseur sans se retourner. Le pot-au-feu est parti avec elle. Jour 5. Dimanche soir. Gérald a appelé à 20 heures. Sa voix était différente cette fois. Pas en colère, pas en suppliant, froide, contrôlée. La voix qu'il utilise quand il licencie un fournisseur ou dit à un entrepreneur qu'ils ne seront pas payés pour un travail médiocre. Voix d'affaires. « Je veux que tu m'écoutes attentivement », a-t-il dit. « Si tu déposes ce rapport, je vais dire à tout le monde que tu as abandonné ta famille. » Je me suis assis sur mon canapé. Je n'ai pas interrompu. J'appellerai ta firme. Je leur dirai que tu es émotionnellement instable, que tu fais de fausses accusations contre tes propres parents parce qu'une rancune personnelle. Je l'ai laissé parler. Tu n'auras pas de famille, pas de réputation, personne. Tu seras la fille qui a envoyé sa propre mère en prison parce qu'un malentendu. Il a dit malentendu, de la façon dont on dit accident, à propos de quelque chose qu'on a fait exprès. C'est tout? J'ai demandé. C'est à toi? Je t'ai donné 7 jours, papa. Tu les as utilisés 5 pour me menacer. Je ne te menace pas. Je te dis ce qui se passe. C'est la même chose. Silence, puis plus doucement. J'ai fait ce que je devais faire pour sauver l'entreprise familiale. J'ai presque raté.
Il a dit « J'ai fait ». Pabel avait besoin d'aide? Ou ta mère est allée trop loin? Il a dit « J'ai fait ce que je devais faire ». Propriété à la première personne. En 5 jours d'appel et de SMS, il n'avait jamais nié, mais c'était le plus proche qu'il était venu de le dire clairement. Tu as utilisé mon nom, papa, mon crédit, mon avenir sans demander. Tu ne l'utilisais pas. Cette phrase, 5 mots, a atterri plus dur que tout ce qu'il avait dit toute la semaine. Pas l'utiliser comme si mon identité était un espace de stationnement vide, comme si ma vie financière était un inventaire assis sur une étagère, accumulant la poussière disponible pour quiconque en aurait plus besoin. 2 jours restants, j'ai dit et raccroché. Jour 6, lundi. Personne n'a appelé. Le SMS de groupe s'est tu. Pas de message de papa, maman, ou pas de suivi de tante Colline. Mon téléphone était assis sur le comptoir de la cuisine tout le soir comme un appareil que quelqu'un avait débranché. Je suis allée au travail, j'ai examiné 2 dossiers clients, j'ai mangé à mon bureau, je suis rentrée, j'ai réchauffé les restes de pâtes, et je me suis assis dans le calme de mon appartement. Le silence aurait dû être un soulagement. Ce n'était pas. C'était le silence de quelqu'un qui se regroupait. Ce soir-là, j'ai rencontré Russell à son bureau. Il a étalé les documents sur la table de conférence dans l'ordre dans lequel ils seraient déposés. Formulaire de rapport de vol d'identité FTC 14039, rapport de police auprès de Columbus PD, application de gel de crédit pour Equifax, TransUnion et Experian. Plainte IC3 du FBI. Il a parcouru chacun, chaque case cochée, chaque ligne complétée, sauf la signature, ma signature, la vraie. Une fois que ceux-ci sont déposés, il a dit que les créanciers sont légalement tenus d'enquêter. Les comptes frauduleux seront signalés. Cela prendra du temps, 12 à 18 mois pour une récupération de crédit complète. Mais le processus fonctionne. Et mes parents? Cela dépend du FBI. Mais la fraude postale, le vol d'identité et la fraude bancaire comportent des peines fédérales graves. Ta mère a admis la falsification. Ton père a effectivement avoué qu'il l'orchestrait. J'ai hoché la tête. Je le savais depuis le début. Le dépôt signifiait des conséquences, des vrais, le genre qui se présente dans les salles d'audience et sur les dossiers. Jour 7, mardi matin. Je me suis assis à ma table de cuisine avec un stylo et j'ai signé tous les documents. Ma main n'a pas tremblé. Russell a déposé tout électroniquement avant midi. À 16h30 cet après-midi, j'ai entendu le premier moteur dehors, puis un deuxième, un troisième. Je me suis dirigée vers la fenêtre. Le camion de Gérald, la berline de Donna, le SUV de Colline, le pick-up d'oncle Roy et le BMW de Belle, celui acheté avec mon identité volée. Ils sont venus en convoi. J'ai envoyé un SMS à Russell. Ils sont là. Il a texté en retour. Je suis déjà au parking en direction. J'ai ouvert la porte avant qu'il frappe. Gérald se tenait à l'avant du groupe portant sa veste du dimanche sur une chemise de travail, habillé pour l'autorité. Donna derrière lui, serrant son sac à main des 2 mains. Belle à droite, les bras croisés, les yeux rouges. Tante Colline et oncle Roy ont flanqué les côtés. Kevin et Tyler ont plané près de l'escalier comme s'ils n'étaient pas sûrs de vouloir être là. 7 personnes, ma famille entière, sauf ceux trop loin pour conduire. On est venu régler ça, a dit Gérald, comme une famille. Tu es 7 jours trop tard. Il a enfoncé ses mains dans les poches de sa veste. C'est pas comment ça marche, Paige. Tu ne peux pas fixer une limite à ton propre père. Je n'ai pas fixé de délai à mon père. Je l'ai fixé pour les personnes qui ont commis une fraude à mon nom. Colline a fait un pas en avant. Qui c'est ce type derrière toi? Tu as amené un étranger dans les affaires familiales. Russell a marché vers mon épaule. Il a tendu une carte de visite avec le genre de calme qui vient de faire ça des centaines de fois. Russell Kemp, avocat. Je me spécialise dans les cas de fraude financière et de vol d'identité. Le visage de Gérald a changé. Pas un changement dramatique, juste un resserrement autour de la mâchoire, un rétrécissement des yeux. Il s'attendait à des larmes, à une querelle,
à une négociation de table de cuisine où il fixait les termes. Il ne s'attendait pas à un avocat se tenant dans la porte de sa fille avec une carte qui dit fraude dans la première ligne de la description du travail. « C'est une affaire familiale », a dit Gerald. « C'était une affaire familiale », j'ai dit. Ensuite, quelqu'un l'a rendu fédéral. Je me suis reculée et j'ai tenu la porte ouverte. « Entrez tous. Il y a des choses que vous devez voir. » Ils ont rempli mon salon et se tenaient en un demi-cercle lâche, personne ne s'asseyant. Russell a placé sa serviette sur la table basse et l'a ouverte. J'ai placé les documents sur la table un à la fois, sans hâte, sans dramatique. Au cours des 3 dernières années, 4 cartes de crédit, un prêt automobile et 2 prêts personnels ont été ouverts à mon nom. Total, 312 000 $. Je n'ai jamais signé aucun d'eux. Je n'ai jamais demandé aucun d'eux. Je n'ai jamais reçu un seul relevé. J'ai pointé le dossier USPS. Mon courrier a été réexpédié à une boîte postale enregistrée au nom de Donna Dawson. Chaque relevé, chaque lettre de retard, chaque lettre de recouvrement interceptée pendant 3 ans. J'ai pointé les demandes de prêt. Ces signatures ont été falsifiées. Maman a admis il y a 6 jours. La salle était silencieuse, sauf pour Donna, qui avait commencé à pleurer dans ses mains. Belle fixait le sol. Gerald me fixait. Kevin s'est penché en avant pour regarder les documents, mais ne les a pas pris. Tyler a fait un demi-pas en arrière. Oncle Roy a tendu la main sur la table et a pris l'une des demandes de prêt. Il l'a tenue à distance de bras. Il est presbyte et a étudié la ligne de signature. Il l'a regardée pendant longtemps. Puis il a regardé Gerald. Gerald a-t-il dit, ce n'est pas l'écriture de Paige. Roy, reste en dehors de ça. Je connais Paige depuis qu'elle est née. J'ai signé sa carte de graduation. Ça? Il a tapé la ligne de signature avec son index. Ce n'est pas son écriture. Colleen a regardé le document dans la main de Roy. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Elle s'est tournée vers Gerald. Tu nous as dit qu'elle a refusé d'aider Belle. Tu n'as rien dit à propos de prêt à son nom. La mâchoire de Gerald s'est contractée. C'était temporaire. On allait le rembourser. La salle s'est décalée. Pas tout à coup, mais assez. Russell a parlé pour la première fois depuis s'être présenté. Sa voix était nivelée, le même volume, le même rythme, comme s'il lisait un bulletin météorologique. Rediriger le courrier de quelqu'un sans autorisation est de la fraude postale. Cela porte une peine fédérale de jusqu'à 5 ans de prison. Ouvrir des comptes financiers en utilisant l'identité d'une autre personne est un vol d'identité jusqu'à 15 ans. Falsifier des signatures sur des demandes de prêt constitue une fraude bancaire jusqu'à 30 ans. Il a laissé les chiffres atterrir. Ce ne sont pas des litiges civils, a-t-il poursuivi. Ce sont des crimes fédéraux. Chaque agence impliquée les traite en conséquence. La main de Colleen est allée à sa gorge. Elle a regardé Gerald de la façon dont tu regardes quelqu'un que tu réalises soudainement ne pas aussi bien connaître. Gerald, tu m'as dit que c'était besoin d'aide. Tu as dit que Paige était égoïste. J'ai protégé cette famille en commettant un crime fédéral sous le nom de ta fille. La voix de Gerald s'est levée pour la première fois. J'ai construit ce magasin à partir de rien. 32 ans. Je n'allais pas le laisser mourir parce que Monsieur Dawson. La voix de Russell a coupé clairement. Mon conseil à ce stade est que tu retiennes ton propre conseil légal. Gerald s'est arrêté au milieu de la phrase. Sa bouche est restée ouverte trop longtemps, puis s'est fermée. Belle n'avait pas bougé. Elle se tenait près de la porte avec les bras enroulés autour d'elle, regardant la salle s'effondrer. Elle n'avait pas parlé un seul mot. Roy s'est éloigné du côté de Gerald, de la salle. Il n'a rien dit. Il a juste bougé de 3 pas vers la gauche, mettant de la distance entre lui et son beau-frère. Colleen a remarqué. Tyler a remarqué. Kevin a soudainement trouvé le tapis très intéressant. L'alliance que Gerald avait assemblée à ma porte s'est fracturée, et il pouvait le sentir. Pour la première fois dans cette salle, Gerald Dawson n'était pas celui qui contrôlait. J'ai parlé directement à mon père. Pas de colère, pas de gloussement, juste les faits, livrés de la même manière que je présenterais une conclusion à un client au travail.
Je t'ai donné 7 jours pour venir vers moi, dire la vérité et travailler avec mon avocat sur un plan pour arranger cela. Au lieu de cela, tu as passé ces 7 jours appelant mes parents, construisant un SMS de groupe et menaçant de détruire ma réputation. J'ai fait une pause. Personne n'a rempli le silence. Ce matin, j'ai déposé un rapport de vol d'identité auprès de la FTC, un rapport de police auprès de Columbus PD, gelé mon crédit auprès des 3 bureaux et présenté une plainte au centre de plainte sur la criminalité sur Internet du FBI. Donna a fait un bruit, une expiration soudaine, comme si elle retenait son souffle pendant toute la conversation et venait de manquer d'air. La main de Belle s'est portée à sa bouche. Kevin a regardé Tyler. Colleen a fermé les yeux. « Je n'ai pas fait ça pour te punir », j'ai dit. « Je l'ai fait parce que tu m'as donné aucun autre choix. » Le visage de Gérald était gris. « Tu vas le regretter. »« Non, papa, c'est toi qui vas le regretter. » Donna a fait un pas en avant. « Je suis ta mère. Alors tu aurais dû me protéger. Ça a atterri. Je l'ai vu atterrir. » Les genoux de Donna se sont légèrement fléchis et Colleen a attrapé son bras. Même Gérald a tressailli. Une micro-expression là est disparue. Mais je l'ai vu. J'ai regardé la salle, tous les 7. Des gens que j'avais partagé des vacances. Des gens qui m'avaient regardé obtenir un diplôme. Des gens dont je connaissais les visages mieux que les miens. « Je ne détruis pas cette famille », j'ai dit. Vous l'avez détruite il y a 3 ans quand vous avez décidé que mon nom était quelque chose que vous pouviez emprunter. Je refuse juste de continuer à payer pour les dégâts. Personne n'a parlé. Russell a fermé sa serviette avec un clic silencieux. Le bruit était plus fort que tout le reste dans la salle. Je venais de dire à ma famille entière qu'on leur visage que j'avais signalé le FBI. Et mes mains n'étaient pas tremblantes. Je veux que tu me dises dans les commentaires. Leur aurais-tu donné les 7 jours ou aurais-tu déposé immédiatement? Je veux vraiment savoir. Et si cette histoire vous touche de près, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé après. Ils sont partis dans l'ordre où ils étaient arrivés, mais plus lentement. Gérald s'en est allé en premier. Il ne m'a pas regardé. Il n'a regardé personne. Il a marché vers son camion, avec ses mains toujours dans les poches de sa veste, et a fermé la porte sans la claquer. D'une certaine façon, c'était pire. S'il avait claqué la porte, il y aurait eu quelque chose à dire. Donna était la suivante, s'appuyant sur le bras de Colleen. Elle pleura d'une façon que je n'avais jamais vue auparavant. Pas les larmes performatives qu'elle avait utilisées au téléphone, mais les vraies, le type qui rend votre respiration moche. Colleen l'a guidée dans le couloir sans un mot pour moi. Peu importe ce que Colleen ressentait, elle l'a gardé replié serré. Kevin et Tyler sont partis ensemble, tête baissée, parlant à voix basse. Ni l'un ni l'autre n'a dit au revoir. Belle a traîné. Elle se tenait dans ma porte avec ses clés de voiture à la main. Et pour un moment, elle ressemblait exactement à la petite sœur qui avait l'habitude de ramper dans mon lit pendant les orages. Paige, je ne savais vraiment pas à propos de tout. Tu conduis une voiture achetée avec mon nom, Belle. Elle a ouvert sa bouche, l'a fermée, a marché vers l'ascenseur. Oncle Roy était dernier. Il s'est arrêté devant moi et a tendu la main. Je l'ai serré. Sa poignée était ferme, ses yeux réguliers. Il n'a pas dit qu'il était désolé. Il n'a pas dit qu'il comprenait. Il a juste hoché une fois. Le genre de hochement qui signifie « je vois ce qui s'est passé ici ». Et je ne prétendrai pas que non. Puis il est parti. J'ai fermé la porte. Russell était toujours debout près de la table basse rassemblant les documents. « Tu as fait le bon choix », a-t-il dit. Je me suis assis sur le canapé. L'appartement était silencieux. La table était vide, sauf pour quelques trombones, et le fantôme de 7 personnes qui étaient autrefois ma famille. « Je sais », j'ai dit. « C'est pourquoi ça fait mal. » Le processus juridique ne se déplace pas comme la télévision. C'est plus lent, plus silencieux, et surtout du papier. Russell a contacté chaque créancier dans les 48 heures suivant le dépôt. Il a envoyé des lettres certifiées, le genre qui nécessite une signature à la livraison,
contenant mon rapport de vol, d'identité, FTC, et une copie du formulaire 14039, l'affidavit de vol d'identité. Chaque lettre a formellement contesté les comptes, demandé une enquête et exigé la documentation des demandes initiales. Les réponses ont dégouliné au cours des 2 prochaines semaines. La première société de cartes de crédit a confirmé que la signature en dossier ne correspondait pas à ma signature officielle auprès de l'Ohio BMV. Ils ont marqué le compte comme frauduleux et suspendu l'activité de recouvrement. 3 jours plus tard, un deuxième émetteur de cartes a suivi. Le prêteur automobile, celui qui a financé le BMW, a ouvert un examen interne. Son équipe de conformité a découvert que la demande de prêt énumérait un historique d'emploi et un niveau de revenu qui ne correspondait à aucune vérification publique. Quelqu'un avait fabriqué des détails de travail pour se qualifier pour le prêt. La même personne qui avait falsifié ma signature. Les 2 sociétés de prêt personnel étaient plus lentes, mais se sont déplacées dans la même direction. Les prêteurs en ligne ont une vérification plus libre. C'est pourquoi la fraude n'a pas été détectée en premier lieu. Une fois que Russell a soumis le rapport FTC et les preuves USPS, les 2 ont marqué les comptes pour contestation et ont mis en pause tout recouvrement. Chaque enquête était une petite machine avançant, comparant les signatures, vérifier les adresses, vérifier l'emploi, tracer où l'argent allait. Rien n'était dramatique. Tout était nécessaire. J'allais travailler tous les jours. J'examinais les dossiers financiers d'autres personnes pendant que les miens étaient démêlés. L'ironie n'était pas perdue pour moi. J'aurais pu vérifier les livres d'une corporation jusqu'au dernier centime, mais j'avais manqué 300 000 $ de fraude sous mon propre nom, parce que je n'avais jamais traité ma famille comme un client. Cet angle mort m'a coûté 3 ans. Le bureau du FBI à Athens, Ohio, a contacté Gerald et Donna. 6 semaines après, j'ai déposé la plainte IC3. Russell m'en a parlé au téléphone, mesuré comme toujours. Ils ont été invités à comparaître pour des interviews volontaires séparément. C'est une procédure standard. Ils veulent comparer les déclarations. Gerald a embauché son propre avocat, un avocat généraliste de Millfield, qui gérait les litiges immobiliers et les cas d'ivresse, pas quelqu'un équipé pour les accusations de fraude fédérale. Mais Gerald Dawson ne fait pas confiance aux étrangers, et il ne conduit pas à Columbus pour quoi que ce soit. Les honoraires de l'avocat proviennent du compte d'exploitation du magasin. Le même magasin qui perdait déjà de l'argent. Le même magasin que Gerald avait essayé de sauver en volant mon identité en premier lieu. Maintenant, le magasin finançait sa défense juridique contre les conséquences de cette décision. Le cercle se serrait. Donna a été convoquée séparément. Elle a retenu un avocat différent. Une recommandation de la sœur de Donna Linda, une femme de Lancaster qui s'était spécialisée dans la défense des cols blancs. Cet honoraire provenait des économies personnelles de Donna. Ce que j'ai appris plus tard était presque épuisé. 3 ans de couverture des carences de Bell avaient vidé. Bell a également été contacté. Pas pour interview, pas encore. Mais le FBI a demandé la documentation concernant le BMW. Enregistrement, dossier d'assurance, preuve de paiement. La voiture était titrée à mon nom, assurée avec mon numéro de sécurité sociale et n'avait jamais été conduite par moi. L'avocat de Bell. Oui, elle en avait embauché un à ce moment-là aussi. A conseillé de coopérer pleinement. 3 avocats, 3 honoraires de rétention, 3 membres de ma famille dépensant l'argent qu'ils n'avaient pas pour défendre les actions qu'ils juraient étaient faites par amour. Russell m'a donné des mises à jour tous les quelques jours, courts et factuels. Je n'ai pas appelé ma famille. Ils ne m'ont pas appelé. Le silence entre nous n'était plus le silence de quelqu'un qui se regroupe. C'était le silence de gens qui avaient épuisé les moyens de réécrire l'histoire. 3 mois après le dépôt, les premiers vrais chiffres sont arrivés. 3 des 4 cartes de crédit frauduleuses avaient été fermées,
et les soldes retirés de mon rapport de crédit. Les émetteurs avaient terminé leurs enquêtes et confirmé le vol d'identité. Ces comptes, 67 000 $ en frais que je n'avais jamais faits, ont cessé d'exister sur papier. Le prêt automobile était toujours contesté. L'équipe de conformité du prêteur avait confirmé la demande contrefaite, mais l'actif physique, le BMW X3, compliquait les choses. Quelqu'un le conduisait. Quelqu'un l'avait assuré. Soit la voiture devait être retournée au prêteur, soit refinancée sous le nom du conducteur réel. L'avocat de Bell négociait, mais le crédit de Bell ne pouvait pas supporter un prêt de 45 000 $ sur le salaire à temps partiel d'une directrice de boutique. Les deux prêts personnels étaient en contestation active. Les deux prêteurs en ligne avaient gelé l'activité de recouvrement et ouvert des enquêtes sur la fraude. Russell s'attendait à la résolution dans les 60 jours. La ligne de crédit du magasin, 22 000 $ dans une entreprise de meubles, avait déjà été marquée et supprimée. Celui-ci était facile. L'entreprise n'avait pas de signature en dossier du tout. Juste une demande en ligne avec mon numéro de sécurité sociale. Total dette frauduleuse, supprimée à ce jour, 89 000 $. Reste en contestation, 223 000 $. Ma cote de crédit avait avancé de 480 à 582. Pas bon, mais qui se déplace? Russell l'a résumé lors d'un appel mardi après-midi. La récupération complète est de 12 à 18 mois. Certains comptes combattront plus que d'autres, mais la trajectoire est claire. Tu récupères ton nom. Récupérer mon nom? Une phrase étrange pour quelque chose qui n'aurait jamais dû être pris. J'ai vérifié le classement immobilier Westerville cette nuit-là. La maison avec les volets bleus et l'érable était toujours sur le marché. Le prix avait baissé de 8 000 $. Je l'ai mis en signet à nouveau. Cette fois, j'avais une raison. L'enquête sur Gerald a avancé plus vite que prévu. Lorsque le FBI a examiné les dossiers financiers de Dawson et du magasin matériel de Son, ils ont trouvé ce que Russell avait suspecté, mais n'avait pas encore confirmé. Gerald n'avait pas juste utilisé mon identité pour financer l'entreprise de Bell. Il avait canalisé une partie du produit du prêt à travers le compte d'exploitation du magasin pour couvrir ses propres carences. Loyer, paie, facture des fournisseurs. Le magasin perdait de l'argent depuis des années, et mon crédit volé était la ligne 4 le maintenant en vie. Le FBI l'a signalé comme blanchiment d'argent adjacent, pas du blanchiment d'argent à grande échelle, mais un mélange de fonds obtenus frauduleusement avec les comptes d'affaires légitimes. L'avocat de Millfield, de Gerald, s'était dépassé et l'a présenté à un avocat spécialiste en défense criminelle à Columbus. L'honoraire de rétention de cet avocat était 15 000 $. Gerald l'a pris de la réserve d'urgence du magasin. Les accusations auxquelles Gerald faisait face étaient graves. Fraude postale jusqu'à 20 ans par chef d'accusation, vol d'identité aggravé, une peine consécutive obligatoire de 2 ans, fraude bancaire jusqu'à 30 ans. Son avocat de défense a recommandé de négocier un accord de plaidoyer avant que les accusations formelles ne soient d'appoint déposées. Gerald a refusé. « Je ne plaiderai pas coupable à rien », a-t-il dit à son avocat, selon ce que Russell avait entendu dire par la vigne juridique. Mais l'effet de levier de Gerald s'évaporait. Les livres du magasin étaient maintenant en examen fédéral. Son avocat de Millfield avait documenté des conversations avec le FBI qui contredisaient la version de Gerald des événements. Et sa propre femme avait déjà admis sur dossier, lors de son interview séparée, que Gerald lui avait ordonné de falsifier les documents. Pour la première fois dans la vie de Gerald Dawson, il ne pouvait pas contrôler l'issue. Il ne pouvait pas renégocier les termes. Il ne pouvait pas marcher dans une salle et fixer le prix. Le prix lui était imposé maintenant, et il ne pouvait pas se le permettre. L'interview FBI de Donna a duré 4 heures. Je n'étais pas là, mais Russell a obtenu un résumé grâce au processus de découverte. Elle avait été coopérative. Son avocat avait conseillé la transparence complète dès le départ. Et, pour une fois, Donna avait écouté quelqu'un d'autre que Gerald. Elle a confirmé tout. La boîte postale, la réexpédition du courrier, les signatures falsifiées,
Elle a dit aux agents qu'elle avait utilisé mon formulaire de procuration pour pratiquer mon écriture. Elle a dit que Gérald lui avait présenté l'idée il y a 3 ans après que le magasin ait affiché sa 3e année consécutive de pertes et que la boutique de Belle ait épuisé son capital initial. Il a dit que ce serait un prêt, a-t-elle dit aux enquêteurs. Puis un est devenu 2. Puis, il y avait des cartes de crédit. Je n'ai cessé de me dire qu'on le rembourserait avant que Page ne la prenne jamais. Son avocat a négocié sur la base de la coopération. Donna n'avait pas orchestré le stratagème. Elle l'avait exécuté selon la direction de Gérald. La distinction comptait légalement, sinon moralement. Le bureau du procureur américain a accepté de recommander des accusations réduites en échange de son témoignage continu. Une semaine après l'interview, Donna m'a envoyé une lettre manuscrite sur la même papeterie qu'elle utilise pour les cartes d'anniversaire. J'ai reconnu l'écriture instantanément. La même main qui avait écrit « Bon anniversaire, chérie » et Paige Dawson sur une demande de prêt de 70 000 $. « Je suis désolée », a-t-elle écrit. J'avais tort. Ton père m'a dit que ce serait d'accord, et je l'ai cru parce que c'était plus facile que de dire non. Je commence la thérapie la semaine prochaine. J'aurais dû commencer il y a des années. J'ai lu la lettre 2 fois. Je l'ai pliée et je l'ai mise dans le classeur où je garde les documents qui comptent. Je n'ai pas écrit de réponse, pas parce que je ne m'en souciais, parce que je n'étais pas prête à séparer la mère qui était désolée de la mère qui avait signé mon nom. C'était la même personne. C'était la partie la plus difficile. Belle a retourné le BMW un mardi, en novembre. Elle ne pouvait pas refinancer. Sa cote de crédit, la vraie, sous son nom réel, était 510, abîmée par les fournisseurs impayés de la boutique et une série de paiements de loyers manqués que ses parents avaient tranquillement couverts jusqu'à ce que l'argent soit épuisé. Aucun prêteur ne la toucherait pour un prêt automobile de 45 000 $. La concessionnaire qui avait initié le financement a envoyé un conducteur pour récupérer la voiture. Belle a remis les clés sur le parking de son appartement à Athens. Je sais cela parce que le bureau de Russell a reçu la confirmation de la reddition volontaire. J'ai essayé de l'imaginer. Belle debout sur un parking regardant quelqu'un conduire une voiture qu'elle avait utilisée pendant 2 ans. Une voiture qui n'était jamais la sienne, achetée avec un nom qui n'était pas le sien à utiliser. Je me demandais si elle ressentait ce que j'ai ressenti quand j'ai vu mon rapport de crédit pour la première fois, ou si c'était une sorte de perte entièrement différente. La boutique a fermé la semaine suivante, pas avec une annonce dramatique ou une vente de fermeture, juste un fermeture tranquille. La page Instagram s'est éteinte. Le site web a retourné une erreur 404. L'inventaire, tout ce qui restait, a été liquidé par un magasin de consignation à Athens pour quelques dollars. Belle a trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin de biens pour la maison, 19 $ de l'heure, 30 heures par semaine. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle payait son propre loyer avec son propre revenu. Elle ne m'a pas appelée. Je ne l'ai pas appelée. La distance entre nous n'était pas la colère. Pas plus. C'était quelque chose de plus lourd et plus honnête. Nous étions 2 personnes se tenant de part et d'autre d'une ligne que nos parents avaient dessinée. Et ni l'une ni l'autre ne savait comment le traverser sans prétendre que la ligne n'existait pas. La famille étendue s'est réorganisée de la façon dont les familles le font après une fracture. Lentement, silencieusement, et sans que quiconque l'admette. Colleen s'est tue. Elle ne m'a pas appelée, mais elle s'est arrêtée d'appeler au nom de Gérald aussi. À Thanksgiving, que je n'ai pas assisté, elle a prétendument été assise à l'extrémité opposée de la table de Gérald et a parlé surtout à Roy. Elle ne m'a jamais présenté ses excuses pour les choses qu'elle avait dites. Je ne m'attendais pas. Colleen traite l'information à son propre rythme, et parfois ce rythme se mesure en saison. Kevin, le cousin qui a envoyé un SMS juste le payer et passer à autre chose, ne l'a plus jamais mentionné. Pas à moi, pas dans le SMS de groupe, qui était devenu silencieux. Il m'a envoyé un message générique Joyeux Noël en décembre. J'en ai renvoyé un. Nous l'avons laissé à ça. Roy m'a appelé en janvier. Bref, direct, style Roy.
J'aurais dû te demander ce qui s'était passé avant de me présenter à ta porte. Il a dit « Je suis désolé. Merci, oncle Roy. Ta grand-mère, ma mère, elle aurait fait exactement ce que tu as fait. » Cette phrase m'a accompagnée pendant des jours. « Gérald est mon beau-frère », a ajouté Roy. « Mais ce qu'il a fait était mal. Je veux que tu saches que je le vois. Je l'apprécie. Tu as besoin de quelque chose, tu m'appelles. » Il le pensait. Roy ne dit pas des choses qu'il ne signifie pas. Après qu'on ait raccroché, il est devenu le parent le plus proche avec lequel j'ai gardé contact régulier. Un appel tous les quelques semaines, bref et chaud, jamais sur l'affaire. Toujours sur les choses ordinaires. Météo, baseball, le prix du bois. La famille ne s'est pas effondrée de la façon dont Gérald avait averti. Elle s'est réarrangée. Certains liens se sont desserrés. D'autres, comme celui avec Roy, sont devenus plus forts. Les gens qui voulaient la vérité l'ont trouvée. Les gens qui ne l'ont pas regardé loin. C'est ainsi que les familles fonctionnent réellement. 8 mois après avoir déposé, ma cote de crédit a atteint 710. Russell a appelé avec le chiffre jeudi après-midi. J'étais à mon bureau examinant un rapport trimestriel client et j'ai dû poser mon stylo parce que ma main tremblait. La première fois qu'il avait tremblé à travers tout cela. 710. Pas parfait. Pas où j'étais avant la fraude, mais assez. Ce vendredi, j'ai appelé la compagnie hypothécaire. Le responsable du prêt, indifférent cette fois, a examiné ma demande, mon revenu, mon profil de crédit corrigé. Elle a rappelé lundi. Approuvé. J'ai signé les documents mercredi matin dans un bureau de société de titres à Westerville. Les documents de prêt étaient épais. 40 pages de termes, de divulgation et de lettres d'engagement. J'ai lu chaque ligne, j'ai initié chaque page et quand j'ai atteint la ligne de signature finale, je me suis arrêtée. La dernière fois que quelqu'un avait signé mon nom sur un document financier, c'était ma mère dans une cuisine à Millfield, falsifiant une vie que je n'avais jamais autorisée. Cette fois, la main était la mienne. Le choix était le mien. La maison était la mienne. Paige Dawson. Mon écriture. Mon nom. Nora m'a aidé à déménager un samedi. Elle a apporté du café, un chariot qu'elle avait emprunté de la closerie de maintenance du bâtiment et une liste de lecture agressivement entraînante. Nous avons porté des boîtes sur les marches d'une maison de 2 chambres avec un revêtement blanc, des volets bleus et un érable dans la cour arrière qui commençait juste à devenir doré. J'ai accroché la clé de la maison sur un crochet près de la porte d'entrée. Une petite chose, un crochet en laiton d'une quincaillerie, pas celle de Dawson, mais à chaque fois que je suis entrée et que je l'ai vu pendre là, cela signifiait la même chose. C'est ma maison sous mon nom, payée avec mon argent, signée de ma main, personne d'autre. J'ai gelé mon crédit en permanence auprès de tous les 3 bureaux. Chaque fois que j'ai besoin d'ouvrir un nouveau compte ou de demander quoi que ce soit, j'autorise moi-même un levage temporaire. À pain, un appel téléphonique, un code de vérification. Cela ajoute 5 minutes à chaque transaction. Je n'ai jamais une fois regretté ces 5 minutes. J'ai changé tous les mots de passe, chaque question de sécurité, chaque adresse de courrier liée à tout compte que j'ai jamais ouvert. Authentification à 2 facteurs surtout. Une boîte postale séparée à Columbus, la mienne, à mon nom, que seule j'ai la clé. Ce sont les murs que j'ai construits, où les murs auraient toujours dû être. Avec Gérald, la limite est simple. Aucun contact, jusqu'à ce que le processus juridique se termine. Ses négociations de plaidoyer sont en cours. Son avocat envoie des mises à jour à Russell. Je n'ai pas besoin d'entendre la voix de Gérald pour savoir ce qui se passe. La paperasse me dit tout. Avec Donna, j'ai accepté une correspondance écrite uniquement. Lettres, pas d'appel. Elle écrit mensuellement, des lettres courtes et soignées qui ressemblent à quelqu'un apprenant une nouvelle langue. La langue de la responsabilité. L'influence de son thérapeute est visible dans la formulation. Je lis chaque lettre. Je n'ai pas encore écrit de réponse. Je pourrais éventuellement. La porte n'est pas verrouillée. C'est juste pas ouvert. Avec Belle, rien. Pas de contact de chaque côté.
Je ne sais pas ce qu'elle fait au-delà des bases. Russell relaie grâce au processus juridique. Peut-être qu'un jour on parlera. Peut-être qu'on ne le fera pas. Je ne peux pas reconstruire une relation avec quelqu'un qui ne m'a pas encore dit la vérité sur ce qu'elle savait et quand. Oncle Roy appelle tous les 2 dimanches. On parle de petites choses. Il ne ramène jamais Gérald, sauf si je le fais, et je le fais presque jamais. Je n'ai pas perdu ma famille. J'ai perdu la version de ma famille qui n'a jamais existé. Celle où tout le monde disait la vérité et personne n'utilisait mon nom sans demander. La vraie version est plus petite, mais elle est honnête. C'est un dimanche matin. Je suis assis sur la marche d'entrée de ma maison à Westerville avec une tasse de café qui est toujours trop chaud à boire. L'érable est nu. C'est février et les branches ressemblent à des fissures dans un ciel gris. Au printemps, les feuilles reviendront. En automne, elles redeviendraient dorées. L'arbre ne le presse pas. Je pense à ce que mon père a dit la nuit où ça a commencé. La famille prend soin de la famille. Il le pensait comme une obligation, une dette que je devais au simple fait d'exister dans la même lignée. Mais il s'est trompé de direction. Prendre soin de la famille signifie protéger les gens que tu aimes, ne pas les utiliser comme garantie. Cela signifie dire la vérité même quand la vérité est coûteuse. Cela signifie ne jamais signer le nom de quelqu'un d'autre sur un document qu'il n'a jamais vu. Si quelqu'un que tu aimes te fait du mal financièrement, c'est toujours un crime. S'il te dit que ça a été fait par amour, ça ne change pas le statut. S'ils te disent que le signaler te rend une mauvaise fille, un mauvais fils, une mauvaise sœur, ils confondent la loyauté avec le silence. Et le silence est ce qui le rend possible. Fixer une limite n'est pas une vengeance. C'est la première chose honnête que tu peux faire pour toi-même. Je n'ai rien gagné. Je n'ai pas obtenu la richesse, le statut ou la validation. J'ai récupéré mon nom. J'ai obtenu une cote de crédit qui reflète qui je suis réellement. J'ai obtenu une maison qui est la mienne. Et j'ai obtenu la connaissance que je peux m'asseoir sur cette marche, boire ce café, et je ne dois pas un seul dollar à quiconque pour quelque chose que je n'ai pas fait. La rue est calme. Personne ne frappe à ma porte. Personne ne me demande de payer pour les choix de quelqu'un d'autre. C'est février. Le café est enfin assez frais à boire. Je prends une gorgée. C'est bon. C'est mon histoire. Et je sais que certains d'entre vous êtes assis avec votre propre version en ce moment. Peut-être pas 300 000 dollars, peut-être pas le FBI, mais le même sentiment. Le sentiment de découvrir que les gens qui étaient censés avoir ton dos étaient ceux qui atteignaient ta poche. Si cette vidéo t'a fait ressentir quelque chose, laisse un commentaire et dis-moi. Tu as fixé la limite ou tu y penses encore? Pas de jugement non plus. J'ai été des 2 côtés de cette décision. Si tu veux entendre d'autres histoires comme celle-ci, vérifie la description. J'en ai 2 autres qui frappent aussi fort. Appuie sur abonnement pour que tu sois ici pour le prochain. Et souviens-toi, ton nom t'appartient. Personne ne l'obtient sans demander.